Commençons par le diaphragme et l'ouverture. C'est une notion essentielle, il y a des paramètres à retenir, des valeurs bien précises. Ces valeurs vont nous donner la taille de l'ouverture. Ici, j'ai représenté trois ouvertures différentes, F/2, F/4, F/22. Parfois, on note plus rapidement F2, F4, F22. Et parfois, on dit plus rapidement que l'on ouvre à 2, à 4 ou 22. Mais ce qui est important ici à retenir, c'est que l'on retrouve notre distance focale F et des valeurs qui divisent cette distance focale. C'est pour cela que l'on a une ouverture à F2 et qu'on a une ouverture plus grande à F4, car c'est une fraction. Si on divise le gâteau en deux parts, les deux parts seront plus grandes que si l'on divise le même gâteau en quatre parts. Ici, on aurait par exemple F2 qui serait l'ouverture la plus grande sur l'objectif, et F22 l'ouverture la plus petite. On voit ici le mécanisme des lamelles qui vont laisser plus ou moins laisser passer de lumière. On retiendra donc que plus le chiffre est grand, plus l'ouverture est petite, et inversement. On va voir ça concrètement en manipulant un objectif Canon de monture FD. Ceci est un objectif Canon de monture FD qui allait sur les appareils argentiques. L'avantage, c'est qu'il possède une bague d'ouverture, ce qui nous permettra de faire varier l'ouverture et mieux démontrer le rôle du diaphragme. Mais avant ça, une petite parenthèse pour parler des indications sur les objectifs. Par exemple, ici, on a la marque Canon, l'indication qu'elle a été fabriquée au Japon, ensuite la monture Canon FD, la focale 50 mm et l'ouverture ici notée sous la fraction 1, 2.1.4. 1.4 est ici l'ouverture maximale. Cet objectif ouvre à un maximum à 1.4 et son ouverture minimum est F22. Ici, le diaphragme est ouvert à sa plus petite ouverture F22. Le diaphragme va laisser très peu de lumière pour un tout petit trou. On va utiliser la bague d'ouverture. Ici, les valeurs varient entre F1.4 et F22. Et en faisant varier cette bague, on va pouvoir atteindre la plus grande ouverture à F1.4 ou atteindre la plus petite ouverture à F22. Il faut savoir qu'à chaque cran, chaque ouverture du diaphragme, on dit que l'on passe d'un diaph à un autre. À chaque cran, soit on multiplie par 2 le débit de lumière qui rentre, soit on le divise par 2. Alors j'ai indiqué qu'il y avait des valeurs précises. Ce sont ce qu'on appelle les valeurs pleines d'ouverture. Ces valeurs sont F1.4, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16, F22 et F32. Vous n'aurez pas forcément toutes ces valeurs sur votre objectif. Les valeurs F1.4, F2, F2.8 sont des valeurs très lumineuses, de grande ouverture, et donc malheureusement de nombreux objectifs n'ont pas ces valeurs-là et ne permettent pas de laisser autant de lumière. Et F32, c'est une ouverture très petite, et c'est essentiellement sur les objectifs dits macro qu'on les trouve. Le plus souvent, votre objectif s'arrêtera à F22 pour son ouverture la plus petite. Ce qui est important ici à voir, c'est ce qu'on va appeler la notion de diaph. Le diaphragme, ou en abrégé diaph, lorsqu'on passe d'une valeur pleine à une autre, on dit que l'on passe de diaph en diaph. C'est une multiplication par 2 ou division par 2 du débit de lumière. Ici, je passe de F4 à F2.8, donc j'ouvre un peu plus. Rappelez-vous, lorsque le chiffre est petit, l'ouverture est grande. Donc en passant de F4 à F2.8, ici je passe à la valeur pleine précédente. Je vais multiplier le débit de lumière par 2. On laisse entrer plus de lumière et en quelle quantité on multiplie par 2. Ou on divise par 2, comme on va le voir tout de suite. Si je passe de F4 à F5.6, cette fois, ici, j'ai diminué le débit de lumière car j'ai fermé le diaphragme. Rappelez-vous, un chiffre plus élevé, c'est une ouverture plus petite. En quelle quantité j'ai fermé, donc j'ai moins de lumière qui rentre. En passant de F4 à la valeur pleine suivante, F5.6, j'ai divisé par 2. Nous allons voir en vidéo quelle valeur nous trouvons sur un objectif zoom, c'est-à-dire sur un objectif où on n'a pas une focale unique. Tout à l'heure, nous avons vu un objectif à focale FX 50 mm. Là, nous allons voir un objectif Minolta 35-80 mm, où la focale varie de 35 à 80 mm. Nous allons voir que cela a une incidence sur l'ouverture quand nous aurons deux valeurs d'ouverture maximale. Deuxième objectif que nous allons étudier, c'est un Minolta 35-80. J'ai choisi cet objectif car son ouverture maximale n'est pas fixe le long de sa plage focale. C'est un objectif Minolta qui a une focale entre 35 et 80 mm. On peut faire varier cette focale par une bague, et donc sur le chiffre, on a désormais deux valeurs, 1, 2.4, 22, 5, 6. Alors ça veut dire quoi? La plupart des zooms d'entrée de gamme n'ont pas une valeur constante, quelle que soit la focale. Ici à 35 mm, l'ouverture maximale est F4. Par contre, si je zoome en passant à la focale 80 mm, l'ouverture maximale sera au mieux de 5, 6.
C'est habituel sur les zooms d'entrée de gamme et on trouve des objectifs même avec une plage focale importante qui ont une ouverture maximale constante. Ici par exemple, il ouvrirait à f4 aussi bien au 35 mm qu'au 80 mm. Ce qui est important de noter pour la suite, c'est qu'on peut gérer le débit de lumière qui frappe le capteur pour l'ouverture du diaphragme. L'ouverture va avoir une autre conséquence que l'on appelle la profondeur de champ. Chaque élément du triangle de l'exposition va avoir deux effets. L'un qui touche à l'exposition, la quantité de lumière qui frappe le capteur, et un autre effet qui aura des conséquences sur le résultat de la photographie. Pour l'ouverture, c'est la profondeur de champ. On va voir ça tout de suite. Alors déjà, définissons la profondeur de champ. C'est la zone de l'espace dans laquelle doit se trouver le sujet photographié pour que l'on puisse en obtenir une image que l'œil acceptera comme nette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément toute la zone que l'on photographie qui sera nette. La profondeur de champ va diminuer ou augmenter en fonction du choix de l'ouverture. On peut avoir des photos qui réclament une profondeur de champ courte. On utilisera pour cela une grande ouverture. Et parfois, on voudra une grande profondeur de champ, que l'image soit nette du début à la fin. Typiquement, les photos de paysage. À ce moment-là, on fermera un peu plus son diaphragme. On mettra une ouverture plus petite. Pour mieux comprendre la profondeur de champ, on va choisir une grande ouverture et donc une profondeur de champ courte et on va faire varier l'endroit où l'on fait la mise au point. Ici, avec un 90 mm qui ouvre à max à 2.8, la zone de netteté doit être très courte. La mise au point est faite sur l'objectif Canon au premier plan. Si je verrai la mise au point, je suis en mise au point manuelle, je m'approche du Minolta. Voilà. La mise au point est faite sur le Minolta, je peux encore faire varier l'endroit de la mise au point pour me rapprocher du capuchon de Canon en arrière-plan. Voilà, la mise au point est faite sur le capuchon et vous voyez sur le mètre couturier à côté que la zone de netteté va varier. Je vais revenir sur le Minolta et revenir sur le Canon. Donc nous avons vu que l'ouverture va jouer sur l'exposition en gérant le débit de lumière qui frappe le capteur, que ça a une influence sur la profondeur de champ, mais il faut aussi voir que cela a une influence sur la qualité de l'image. En jouant sur l'ouverture, on va avoir des valeurs qui vont jouer sur le triangle d'exposition, mais on aura aussi des choix à faire pour la qualité de l'image. Si vous avez un objectif qui ouvre entre f1.4 et f22, la meilleure qualité d'image sera obtenue avec les valeurs moyennes d'ouverture aux alentours de f8, f11, car c'est le plus souvent aux ouvertures moyennes que la qualité est la meilleure. Les meilleurs objectifs offrent une qualité d'image de la plus grande à la plus petite ouverture. Clairement, il faudra parfois arbitrer en défaveur de cette qualité, par exemple pour du portrait où on ouvre très grand pour un flou d'arrière-plan important, et on se place donc à une ouverture où on aura une moins bonne qualité. Tout comme en photo de paysage, on voudra peut-être avoir une très grande profondeur de champ et pour cela on ferme beaucoup et on perd en qualité au profit de la netteté. On va voir ça en pratique, comment ça peut se représenter. Alors, pour observer les différences de qualité en fonction de l'ouverture, on va faire varier l'ouverture sur ce livre. Observez surtout le centre de l'image, car en variant l'ouverture, on va faire varier la profondeur de champ, et sur les grandes ouvertures, une petite zone sera au point. Or là, on veut juger la qualité et non la mise au point. Regardez surtout le centre de l'image, et la tête du chat de Philippe Geluck, je vais zoomer pour que l'on voit mieux. Là, on est à f2.8. À part la profondeur de champ réduite, regardez le centre de l'image et la qualité. On passe à f4. Et regardez toujours la tête, même avec la compression de la vidéo, vous devriez avoir une nette amélioration. Bon, on va passer à f5.6. On commence à voir ce qu'on appelle du piqué. La qualité sera au maximum de cet objectif, aux valeurs moyennes f5.6, f8, f11. On améliore définitivement à f8 ouverture moyenne de cet objectif qui ouvre entre 2.8 et 22. Si on passe à f11, on garde encore une bonne qualité. Par contre, si on passe à f16, on va voir l'image se dégrader. Elle est plus pixelisée. On voit qu'il faut bien faire la différence entre la zone de netteté qui augmente en fermant de plus en plus le diaphragme et la qualité qui est bonne au centre, mais moins bonne aux valeurs extrêmes d'ouverture. Pour terminer, on a f22, clairement une moins bonne qualité, un moins bon piqué. En faisant varier l'ouverture, ne perdez pas de vue que vous faites aussi varier la qualité de l'image. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut forcément rester à ces valeurs moyennes. On aura parfois besoin d'une zone de netteté importante, on ira à f16, f22, et parfois on veut volontairement du flou, et on ouvre à f2.8, ou plus, malgré la perte de qualité.